OK, donc maintenant on va parler là, du deuxième concept nouveau dans Ethereum qui est les blocs oncles. Donc pourquoi on a besoin de ces blocs oncles? Donc un objectif d'Ethereum c'est d'améliorer le débit de transactions, donc de passer de 7 transactions par seconde à quelque chose de plus élevé, environ 20 à 30. Donc comment est-ce qu'on peut faire ça dans Ethereum? L'idée, c'est de réduire le temps de bloc. Donc, si on réduit le temps de bloc, ça permet aux transactions de plus de blocs d'apparaître et donc plus de transactions d'être traitées. Donc, Ethereum utilise un temps de bloc d'environ 12 secondes. Okay? Et ça, c'est vraiment là, une grosse réduction comparé à Bitcoin qui est 10 minutes. Là, on passe à 12 secondes. Donc, comment est-ce que Ethereum a choisi 12 secondes? C'est vraiment pas scientifique, là, je dirais, là, mais leur raisonnement, c'est ils ont mesuré que dans Bitcoin, le délai de propagation 95% est de 12,6 secondes. Donc, ils ont imaginé que si le réseau d'Ethereum devient similaire au réseau de Bitcoin et que notre délai de propagation de 95% est de 12,6 secondes, ben là, à ce moment-là, on peut peut-être viser un temps de bloc de 12 secondes. Puis, en moyenne, à chaque 12 secondes, notre bloc va être connu par 95% du réseau, donc il ne devrait pas avoir de problème là, de consensus, quoi que ce soit. C'est un peu ça l'idée. Okay? Donc c'est vraiment pas très scientifique, là, mais c'est une façon là, de déterminer là, comment ils ont choisi ça. Donc, l'avantage d'avoir un temps de bloc plus court, évidemment, c'est avoir un débit de transaction plus élevé, là, si évidemment la taille des blocs est constante. Mais le désavantage, c'est que il y a plus de forks, il y a plus de branches qui vont se passer, il y aura plus de conflits. Parce que quand on a un temps de bloc réduit, ça veut dire que la difficulté est beaucoup plus facile. Hein? La difficulté de l'algorithme de hashage de Ethereum doit être beaucoup plus facile que l'algorithme de Proof of Work de Bitcoin pour pouvoir trouver des solutions à chaque 12 secondes. Donc, il y a plus de chances que deux mineurs trouvent un bloc en même temps dans Ethereum que dans Bitcoin. OK? Donc, et quand on a beaucoup de forks, mais on sait que ça cause des problèmes en termes de consensus, parce que là, il va y avoir une partie des mineurs qui vont penser qu'un bloc est gagnant, une autre partie que c'est l'autre bloc qui est gagnant. Ils vont commencer à miner des blocs en parallèle. Et là, quand il y a on fait la sélection de la branche la plus longue, ben là, on réalise qu'il y a une branche qui a perdu, l'autre branche qui a gagné. Ça détruit des blocs, ça les rend orphelins, des choses comme ça. Ça, c'est des problèmes là, d'incohérence, là, de consensus qu'on veut éviter. Mais que quand on a un temps de bloc de 12 secondes, ces choses-là vont être présentes. Donc, une façon de contrecarrer un peu ce problème-là, c'est d'introduire le concept de bloc oncle ou de bloc Homer. Et on va expliquer c'est quoi ce concept-là. Okay? Donc, l'idée, c'est... imaginons là, que il y a eu un conflit, il y a eu deux blocs qui ont été minés en même temps, et là donc c'est comme dans Bitcoin, donc on continue à miner chacun de notre bord, puis là éventuellement une branche va être plus longue que l'autre, donc à ce moment-là la branche la plus longue va gagner et les blocs qui font partie de la branche perdante vont être abandonnés, donc c'est ça qu'on appelle les blocs orphelins. Donc, les oncles, ce sont des blocs orphelins. C'est des blocs qui sont perdus, qui n'ont pas réussi à être inclus dans... un bloc qui n'ont pas été inclus dans la branche principale, dans la blockchain. Donc, dans Bitcoin, les forks, les conflits, ça n'arrive pas souvent. C'est à peu près 0,31% du temps. Mais dans Ethereum, à cause de son temps de bloc de 12 secondes, c'est beaucoup plus commun. C'est à peu près 7% du temps là, qu'on a des blocs comme ça. Donc, ça prend un mécanisme là, explicite pour essentiellement reconnaître l'existence de ces blocs-là. Parce que sinon, ils vont être perdus à tout jamais. Donc, Ethereum veut avoir une façon d'enregistrer ces blocs-là, essentiellement. OK? Donc, comment ça fonctionne? Quand un bloc oncle donc, quand un bloc a perdu et devient un oncle, OK? Un bloc... Donc, dans le futur, okay, donc le bloc oncle est dans le passé, et là, on est dans le futur, on est déjà passé, par exemple, imaginons que le bloc oncle, c'est le bloc N, et là, on est rendu au bloc N plus 1, d'accord? Donc, le mineur qui mine le bloc N plus 1 peut référencer deux oncles en plus,
Parce que normalement, le bloc n plus 1 peut juste référencer son bloc précédent, donc c'est-à-dire le bloc n qui est gagnant. Ici, ce qu'on dit dans Ethereum, c'est non seulement tu peux référencer ton parent, okay, donc le bloc n, mais tu peux aussi référencer deux oncles qui sont des blocs orphelins qui ne font pas partie de la chaîne principale. Okay? Donc, dans le bloc, on inclut ces oncles-là. Chaque oncle peut être juste référencé une seule fois. Okay? Donc, si un oncle a déjà été référencé par un bloc qui fait partie de la chaîne principale, elle ne peut pas être référencée une autre fois par un autre bloc. Et l'autre restriction, c'est 7 générations de différence entre le bloc, l'oncle et le bloc, le neveu qui le référence. Okay? Donc, par exemple, un bloc n peut être référencé par le bloc n plus 7. Okay? Donc, mais après ça, c'est terminé. Si le bloc n'a pas encore été incluse comme oncle quelque part dans la blockchain, elle est perdue à tout jamais, puis on peut plus rien faire avec. D'accord? Et l'idée, c'est que l'oncle, quand il se fait référencer par un neveu, donc un neveu, c'est un bloc plus nouveau qui fait partie de la chaîne principale, ben, l'oncle va aussi obtenir une récompense. Et ça, c'est vraiment spécial parce que dans Bitcoin, quand un bloc est orphelin et devient un oncle, il reçoit 0 récompense. On avait dit que c'est comme un gros désavantage là, quand on a des branches et qu'il y a deux mineurs qui pensent qu'ils ont gagné, qu'ils ont récolté la récompense, qu'ils ont accompli le proof of work avec succès, mais juste un des deux va obtenir la récompense principale. L'autre bloc va être abandonné, obtient 0. Dans Ethereum, on a un système qui permet quand même là, de récompenser ces blocs perdants à travers ce système de référence d'oncle. Donc, combien est-ce que l'oncle va obtenir? Évidemment, ça ne peut pas être la récompense complète là, du bloc gagnant. Okay? Sinon, il n'y aurait aucun désavantage à perdre la course, essentiellement. Donc, la formule, ça fonctionne en fraction de huitième, essentiellement. Donc, imaginons que le bloc oncle, son numéro de bloc, c'est le bloc n. Okay? On ajoute 8 à ça. Et là, on soustrait le numéro, donc l'identifiant du bloc neveu qui le référence dans la chaîne principale. Donc, imaginons que ça, c'est l'oncle, c'était un bloc n. Okay? Et le bloc neveu, c'était par exemple un bloc n plus 1. Okay? Donc, n moins n plus 1, c'est 1. Là, on fait 8 moins 1, c'est 7. Donc, 7 fois la récompense d'un bloc habituel qui est par exemple de 2 Ethereum divisé par 8. Donc, ça veut dire qu'un oncle qui est 1 de vieux, okay, va obtenir 7 huitièmes de la récompense d'un bloc principal. Si le bloc devient encore plus vieux, donc ne se fait pas référencer immédiatement dans la génération suivante, mais par exemple dans 2 générations, ben là, va obtenir 6 huitièmes de la récompense, 5 huitièmes, 4 huitièmes, 3 huitièmes, etc. C'est pour ça que une fois que c'est 7 générations ou plus, ben là, la récompense tombe à 0, donc là, tu ne peux plus être référencé comme oncle. En plus de ça, le neveu, donc le bloc sur la chaîne principale, doit être motivé à référencer des oncles, okay? Sinon ça ne lui apporte aucun avantage d'aller identifier des oncles et de les ajouter dans son bloc. Donc on lui donne aussi une petite récompense de 1/32e bonus, parce que le bloc neveu, c'est un bloc qui a gagné, qui est dans la blockchain, donc va obtenir déjà une récompense de R, okay, de 2 Ethereum. En plus, va récolter tous les frais de transaction, des transactions à partir du gaz. Donc ça, c'est un autre montant. Plus, va obtenir 1/32e fois R pour chaque oncle qu'il référence. Donc, au maximum, on peut référencer 2 oncles. Il peut obtenir 1/16e ou 2/32e de R, en plus du R habituel et du frais de gaz. Ok, donc c'est quoi le but de référencer ces blocs oncles? Okay, ça sert à quoi de faire ça? Donc tout d'abord, le contenu du bloc oncle est ignoré complètement. Okay? Donc on va juste valider que le proof of work a été correct. Là, parce que évidemment, un bloc oncle, c'est un bloc qui avait trouvé le nonce avec succès, mais qui a été malchanceux puis n'a pas été inclus dans la chaîne principale. Elle ne fait pas partie de la chaîne la plus longue. Mais quand
si ce bloc-là se retrouve comme étant un oncle d'un neveu, le contenu du bloc va être ignoré. Donc, on ne regarde pas c'est quoi les transactions qui ont été incluses, c'est pas important. Il n'y a aucune modification qui va être appliquée à l'état de la chaîne pour l'oncle, mais on va valider que le proof of work est correct. Et après ça, on va lui donner évidemment, on va aussi donner la récompense là, pour l'oncle, qui est le 7/8e ou le 6/8e, dépendamment là, de la génération. Donc, il y a une modification à l'état de la chaîne qui est la balance là, du compte du mineur de l'oncle. Mais autre que ça, les transactions ne sont pas appliquées. L'autre chose qu'il fait, les oncles n'affectent pas le protocole de choix de branche. Okay? Donc, la règle de sélection dans Ethereum, c'est la chaîne la plus longue. C'est la même chose que dans Bitcoin. On regarde juste la chaîne principale. On ne regarde pas s'il y a des oncles ou quoi. Ça fait aucun impact pour la chaîne la plus longue. Okay? Donc, ça, c'est important à savoir. Donc, il n'y a pas d'impact à ce niveau-là. Par contre, l'effet, le principal pour les oncles, c'est d'être inclus dans le calcul de la difficulté. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que dans Ethereum, c'est la même chose que dans Bitcoin. C'est-à-dire que périodiquement, il y a un ajustement de difficulté. En fait, dans Ethereum, c'est beaucoup plus dynamique que dans Bitcoin. La difficulté est ajustée constamment. Et la façon qu'on ajuste la difficulté, dans Bitcoin, c'était juste en comptant les blocs qui sont dans la chaîne principale. Okay? Donc la difficulté est ajustée juste en se basant sur le hash power des mineurs qui ont contribué à la chaîne principale. Mais s'il y a du hash power qui a été contribué à des blocs qui ont été orphelins, ben c'est ignoré essentiellement. Donc essentiellement, la formule d'ajustement de difficulté de Bitcoin, c'est pas une estimation qui est précise. D'accord? Parce que elle ne va pas capturer exactement tout le hash power complet du réseau Bitcoin, mais calcule juste une fraction de ce hash power qui a été vraiment contribué dans la branche principale, dans la chaîne principale. Et tout le hash power qui a été perdu en calculant ces blocs qui sont orphelins n'est pas utilisé dans l'ajustement de la difficulté. Dans Ethereum, c'est pas pareil, parce que les oncles peuvent être référencés de façon légitime dans la chaîne principale à travers une référence d'oncle. Donc, ces blocs-là peuvent être comptés dans l'ajustement de difficulté. Et donc on va vraiment les compter leur poids là, pour dire est-ce qu'on a miné trop de blocs ou moins de blocs dans cet intervalle de temps. Et donc, on a vraiment un impact sur la difficulté là, du système. Et ça donne une meilleure mesure là, du hash power qui est derrière qui est dans le réseau. OK? Donc, c'est ça un avantage principal du mécanisme d'oncle pour Ethereum, c'est une meilleure estimation du calcul de difficulté qui représente vraiment le hash power du système, parce que ça considère même ces blocs qui sont perdus. Et deuxièmement, c'est le fait qu'on récompense des mineurs qui ont perdu une course, parce que le temps de bloc est vraiment bas, donc il y aura plus de conflits et il y aura plus de situations où des blocs vont pas être inclus dans la branche principale. Et donc, au lieu de dire votre travail a été inutile, vous recevez 0, ben, ils peuvent même recevoir jusqu'à 7/8e de leur récompense. Donc, ça encourage les mineurs à rester dans la game, rester dans le réseau, puis quand même là, obtenir des récompenses partielles là, pour du travail qui a déjà été accompli. Donc, c'est ça un peu l'avantage du mécanisme d'oncle. Ça promouvoit le minage solo, okay? Parce que essentiellement on dit que même si tu perds ton bloc, c'est pas grave, tu peux quand même obtenir une récompense pour. Donc ça réduit la barrière d'accessibilité pour le minage solo dans Ethereum comparé à Bitcoin. Le désavantage par contre, c'est que il y a une inflation de récompenses. Parce que dans Bitcoin, c'est vraiment clair là, la formule pour calculer le montant total là, de Bitcoin qui existe. On multiplie le nombre de blocs par le frais de récompense qui a été donné dans la chaîne principale. Okay? Donc, on sait exactement combien de récompenses on donne, alors que ici c'est pas clair, parce que des fois, un bloc peut référencer des oncles, des fois, il ne va pas référencer des oncles. Si on référence des oncles, il y a plus d'argent qui est généré. Il y a des 7/8e d'argent, des 6/8e, des 5/8e de montants qui sont générés en plus. Il y a du 1/32e, du 1/16e qui est généré en plus. Donc,
la génération d'argent fluctue beaucoup là, dans Ethereum comparé à Bitcoin qui est beaucoup plus stable. Okay? Donc peut-être il y a des conséquences économiques à ce système-là. OK, donc là, ça c'est le protocole de base de Ethereum. Donc c'est comme ça que ça fonctionne. Donc temps de bloc de 12 secondes, référence aux oncles et l'algorithme de hachage et tâche. Bon, maintenant on va parler de choses qui est un peu plus spéculatif, là, qui n'est pas implémenté dans Ethereum, mais c'est des extensions qui ont été proposées et qui pourraient améliorer le système. Donc, une extension qui est intéressante selon moi, c'est celle du Ghost, ici, qui s'appelle Greediest Heaviest Observed Subtree. Donc, c'est pas un système qui est utilisé présentement dans Ethereum, mais c'est quelque chose qui est quand même assez simple à expliquer et qui a des avantages là, intéressants. Et donc, l'idée du Ghost, c'est de changer la règle de sélection. Donc, dans Ethereum, c'est chaîne la plus longue, comme dans Bitcoin. On fait juste regarder c'est quoi la chaîne la plus longue, puis c'est ça la chaîne canonique du Bitcoin, du Ethereum. Ici, on va dire, on regarde pas la chaîne la plus longue, on va regarder le bloc le plus lourd. Okay? Et un bloc, donc le poids d'un bloc, c'est pas nécessairement la chaîne qui est attachée derrière elle, c'est l'arbre qui est attaché derrière elle. Donc là, maintenant, les oncles sont considérés dans la sélection de branches. Donc, je vais vous donner un exemple qui va vraiment être clair comment ça fonctionne. Et à ce moment-là, ça donne plus de sécurité contre des attaques à 51%. On va expliquer dans l'exemple ici. Là. Okay, donc ça, c'est un exemple. Là, ignorons là, la chaîne de l'attaquant pour l'instant. Donc, imaginons là, que on a des ça, c'est des blocs. Des fois, il y a des conflits. Il y a plusieurs blocs qui ont été minés en même temps. Il peut y avoir plusieurs blocs qui ont été minés sur des branches. Puis il y a des branches qui sont perdantes. Donc, dans l'Ethereum normal, on utilise la branche la plus longue. Donc, quelle est la branche la plus longue qui est honnête, là, si on ignore l'attaqueur? Ben, c'est clairement ici le 5B, là, c'est ça qui est le plus avancé. Donc, ça serait ça, là, la branche la plus longue ici. Là. Okay, 1B, 2D, 3F, 4C, 5B. Ça serait la branche sélectionnée par Ethereum normal. Là, on va regarder qu'est-ce qui se passe si on utilisait Ghost à la place pour sélectionner la branche. Donc, comment ça fonctionne? On commence au bloc de genèse. Et là, on regarde c'est quoi les descendants du bloc de genèse. Donc ici, si on ignore l'attaquant, c'est juste le 1B. Donc si on passe directement à 1B, il n'y a pas de choix. Ici, à 1B, on a 3 choix, 2D, 2C ou 2B. Donc comment est-ce qu'on va choisir quel est le bloc canonique? On va prendre le bloc qui a le plus de poids derrière lui. Donc ça veut dire quoi avoir le plus de poids? C'est avoir le plus de blocs attachés comme descendants. Donc 2D a combien de poids? 1, 2 et 3. Il y a 3 blocs en poids qui est attaché comme descendant à 2D. Quel est le poids de 2C? 1, 2, 3, 4. On voit ici, il y a 4 blocs descendants à 2C. Et quel est le poids de 2B? C'est 3B, c'est 1 poids. Donc, selon Ghost, il faut choisir le bloc qui a le plus gros poids comme canonique. Donc, entre ces 3 choix-là, le bloc canonique, ce serait 2C. Donc là, on voit qu'il y a une différence, parce que normalement, on aurait choisi 1B, 2D, 3F, 4C, 5B. Mais là, ici, on dit non. Avec Ghost, ça serait 1B, 2C et pas 1B, 2D. Bon, une fois qu'on est dans 2C, c'est la même chose. Quel est le bloc qui a le plus gros poids en arrière? Donc, 3E, c'est juste 1. 3D, c'est 2 parce qu'il y a 3D puis 4B. Puis 3C, c'est 1 aussi. Donc, le bloc le plus lourd entre ces trois-là, c'est le 3D. Et après ça, ça va être le 4B. Donc, la chaîne canonique, selon Ghost, c'est 0, 1B, 2C, 3D, 4B. OK? Donc, c'est quoi l'avantage d'utiliser une règle de sélection Ghost comparativement à la règle standard, qui est la branche la plus longue? Ça permet de mieux combattre les attaques à 51%. OK? Donc, imaginons, là, et à travers un exemple, ça va être très clair pourquoi ça fonctionne. Donc, imaginons là, que j'utilise Ethereum normal. Donc, la chaîne la plus longue, c'est 0, 1B, 2D, 3F, 4C, 5B. Donc, à ce moment-ci, OK, quelle devrait être la longueur de la chaîne de l'attaquant pour réaliser son attaque à 51%? Si l'attaquant avait déjà miné 6 blocs, OK, 1A, 2A, 3A, 4A, 5A, 6A. Donc, imaginons que l'attaquant avait cette chaîne prête à ce moment-ci,
elle peut publier sa chaîne, ok, avec 6 blocs, et ça va détruire la chaîne canonique 1B à 5B pour la remplacer par celle-là ici de 1A à 6A. Ok? Donc, ça c'est clair. Comme dans Bitcoin, comme dans Ethereum, c'est comme ça que ça fonctionnerait parce qu'on compare juste cette chaîne-là avec cette chaîne-là. Et cette chaîne-là est plus longue que celle-là, donc ça fonctionne. Mais là, imaginez qu'on utilise Ghost. Ok? Si j'utilise Ghost, ma chaîne ici, 1A à 6A, imaginons que l'agresseur publie ça, ça va pas fonctionner. Pourquoi? Parce que selon le protocole de Ghost, là j'ai deux choix. J'ai un A puis un B. Et là, je suis censé choisir le bloc le plus lourd. C'est quoi le poids de 1A? C'est 1, 2, 3, 4, 5. Il y a 5 blocs en descendant, donc son poids c'est 5. C'est quoi le poids de 1B? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ok, c'est même pas proche. Son poids à lui, c'est 11. Son poids à lui, c'est 5. Donc, selon le protocole de Ghost, les gens vont quand même adopter le bloc 1B, puis après ça, le bloc 2C, le 3D, le 4B. Donc, cette attaque-là est suffisante pour un système qui fonctionne avec la branche la plus longue, mais n'est pas suffisante pour une attaque Ghost, pour attaquer le protocole Ghost. Donc le protocole Ghost est plus sécuritaire que, que la branche la plus longue. Okay? Et donc c'est quoi l'intuition? Pourquoi c'est vrai? Parce que dans Ghost, la sécurité de notre système considère les branches qui sont orphelines. Okay? Donc, imaginons là, que dans Ethereum normal, on compare juste le 0 à 5B contre le 0 à 6A. Okay? Donc tous ces blocs-là qui ont été générés sont perdus, valent rien en termes d'attaque à 51%, parce qu'ils ne font pas partie de la chaîne la plus longue. Donc tout l'effort qui a été dépensé à créer ces blocs-là n'ajoute pas à la sécurité du système. Okay? C'est de l'effort inutile, c'est du hachage inutile. Alors que dans Ghost, oui, il y a eu plein de branches, il y a eu plein de blocs qui sont générés, qui n'ont pas fait partie de la branche principale, qui est 0 à 4B. Mais ces blocs-là vont quand même renforcer le système parce que leur poids est compté dans la chaîne, dans la sélection de la chaîne la plus lourde, et donc vont aider à combattre des attaques à 51% qui essaient de construire des branches plus longues. Parce que ici, l'attaquant doit construire une branche de 11 de poids pour pouvoir réaliser son attaque au lieu de juste 6. Donc, il y a une grosse différence en termes d'ampleur de l'attaque pour attaquer ça, parce que même ces blocs-là qui sont des blocs oncles, qui ne font pas partie de la blockchain, vont quand même contribuer leur poids à la sécurité de la blockchain. Donc, j'espère que c'est clair. Et un point de discussion que je dis ici, c'est Ghost serait vraiment utile pour Ethereum, ok, mais n'est pas vraiment utile pour Bitcoin. Okay? Donc, c'est un point de discussion à vous de penser à ça. Pourquoi est-ce que cette réponse est vraie ou non?